Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je vous propose de commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Je suis Jean-Michel Chalas, je suis le délégué général de Mercatel avec Bertrand Pinault de la FEVAP. On est très content de vous accueillir pour ce webinaire consacré au paiement intégré. Donc, on ne va pas vous refaire le énième webinaire sur la DSP2, les parcours fluides, l'authentification forte, etc. Ça ne veut pas dire que c'est encore un sujet, mais on aura l'occasion d'y revenir d'autres fois. On a trouvé intéressant ce sujet du paiement intégré, je dirais parce que finalement, on revient un peu aux fondamentaux de ce que c'est le paiement pour un commerçant. Le paiement pour un commerçant, ce n'est pas une finalité, c'est une double nécessité. Une nécessité d'abord, évidemment, et c'est de plus en plus compliqué, mais indispensable, de s'intégrer au parcours d'achat. On a tous en tête que de cette manière-là, intégré au parcours, le paiement peut être un formidable élément vecteur de développement du chiffre d'affaires. En son temps, Uber nous a montré la voie en permettant de gommer le sujet du paiement du côté des clients et de développer ainsi son business. Et intégrer, ça veut dire aussi intégrer au back-office. Donc, c'est souvent les grands oubliés, le back-office. Enfin bon, quand on est une grande entreprise, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'on puisse raccorder facilement tous les tuyaux entre notamment le paiement et évidemment tous les éléments de gestion de nos entreprises. Donc, pour aborder ce sujet, on a demandé à Xpolance. Alors, Xpolance, c'est une marque du groupe BPCE, certainement pas aussi connue que Banque Populaire ou Caisse d'Épargne, voire même que la Tixis, enfin, pas encore. Mais je veux dire, c'est aussi donc une façon de donner la parole à un acteur d'origine bancaire, mais qui fournit ses services notamment aux commerçants. Voilà. Et donc, ça a paru important, surtout à un moment où on sait que les activités de Naxxis Paiement vont bouger vers les activités bancaires, de faire aussi, ça sera l'occasion, un point sur ce sujet et l'offre un peu plus générale de Natixis en matière de paiement. Voilà. À l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur les commerçants, pour une banque, le paiement, évidemment, c'est un sujet central, dit d'offres. Voilà. Et donc, de belles offres. Et pour illustrer ces propos, rien de mieux qu'un bon exemple. Et donc, bienvenue à Mille et une listes, qui est une entité du groupe Galeries Lafayette. Voilà. Donc, je ne vais pas bavarder plus longtemps. Peut-être, Bertrand, tu veux dire un mot ? Rapidement, juste pour dire que effectivement, c'est pas une nécessité de paiement, mais les enseignes se transforment aussi. Le paiement en magasin, le paiement en ligne, tout ça a tendance non pas à fusionner, mais il faut que ça travaille ensemble. Oui. Et il est important, effectivement, c'est un peu le sens de notre engagement autour de cet atelier, de voir quelles sont les solutions que peuvent proposer le marché pour réunir ces deux problématiques de parcours client. On achète en magasin, on renvoie, on se fait rembourser, on achète en ligne, on va le chercher en magasin, on paye en magasin. Enfin, les parcours que vous connaissez qui sont multiples et qui sont complexes et qu'il est nécessaire effectivement de simplifier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout à fait, voilà. Donc je vais rappeler les consignes. Donc on vous attend nombreux, non pas pour couper la parole, mais dans le chat. N'hésitez pas à intervenir, poser des questions. On reprendra vos remarques et vos questions au fur et à mesure qu'on avancera dans le webinaire. On vous laissera aussi un espace de parole plus libre à la fin du webinaire. Voilà. Coupez vos micros de telle manière à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. En fait, tout ça, vous êtes maintenant bien habitués. Donc, place au programme. Merci Benjamin Fontas, qui est directeur entre autres, directeur de Mille et une listes, à Jean-Guillaume et à Dimitri Rodriguez d'Xpolance pour vos exposés. Et la parole est à vous.
Merci infiniment, merci pour cet accueil. Je pense qu'on peut se présenter, Dimitri et moi, dans le flow de la présentation, ce sera plus simple. Donc, merci infiniment de me recevoir. Donc, je suis Jean-Guillaume, je dirige Exponence, qui est effectivement une fintech filiale du groupe BPCE. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être tout de suite passer à la slide suivante pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est très très heureux de cet échange avec vous et qu'on remercie aussi bien Mercatel que la FEVAD de l'avoir organisé. Le chiffre qu'on vous montre là, alors il y a beaucoup d'enquêtes, on a retenu celui-ci. L'estimation qui circule, c'est que on s'attend à ce que d'ici 2025, le marché, les volumes de paiement concernés par la finance intégrée, la finance embarquée, soient multipliés par 10. Et si on se projette à 2030, évidemment c'est beaucoup plus aléatoire, mais on voit passer des chiffres encore plus impressionnants que ça. La finance embarquée, ça concerne beaucoup de choses, hein, l'assurance, le crédit, potentiellement des produits d'épargne d'investissement. On intervient sur une partie de ça qui sont les paiements intégrés. On va y revenir dans un instant. Pourquoi cette augmentation massive et pourquoi est-ce qu'on est très heureux de pouvoir vous parler aujourd'hui? C'est parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le paiement intégré? Jean-Michel le disait très bien à l'instant. C'est cette idée de dire on a aujourd'hui les solutions techniques et réglementaires pour intégrer de manière extrêmement customisée, extrêmement fine dans les parcours d'industries diverses et variées, en particulier le monde du commerce, des solutions de paiement qui peuvent répondre à un très très grand nombre de besoins, augmenter les revenus, réduire les coûts, améliorer l'expérience client, améliorer l'expérience collaborateur aussi, créer des nouveaux modèles d'affaires, etc. Et moi, ma conviction et notre enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de vous le montrer et de vous donner un peu de concret sur ce dont il peut s'agir, c'est que finalement, c'est encore un tout petit peu confidentiel. Ce monde qu'on appelle aussi parfois le banking as a service, il vient de la fintech, il vient de la néobanque. Les gens qui ont inventé le banking as a service sont des fintechs et ils l'ont fait pour des néobanques. N26, Revolut sont des gens qui ont démarré comme clients d'acteurs du banking as a service. C'est toujours vrai, et d'ailleurs nous, Exponence, on est ravis de travailler avec des prospects qui sont également des fintechs. Notre conviction néanmoins, et notre mission d'ailleurs, c'est que ce sont les grandes industries déjà existantes avec des grands volumes, et en particulier le monde des retailers et des commerçants, où il va y avoir dans les années qui viennent des très grands sujets de transformation et de gains qui peuvent être trouvés dans ces solutions. Et donc nous, notre mission, c'est de rendre ce monde du banking as a service, du paiement intégré, un tout petit peu moins confidentiel, plus accessible à des grands acteurs comme ceux qui sont très certainement connectés dans cet échange et qui auront des opportunités de transformation et de création de valeur grâce à ça. Donc merci infiniment pour cet échange. Je pense qu'on peut enchaîner tout de suite pour vous dire un tout petit peu plus qui nous sommes très brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc on le disait, Exponence est une filiale du groupe BPCE pour que vous compreniez très brièvement comment on est organisé aujourd'hui. On a chez BPCE une organisation groupe Digital et Payments qui regroupe à la fois, je dirais, l'offre digitale des réseaux banques populaires et caisses d'épargne et les différents métiers du groupe et les offres de paiement, justement parce que l'univers du paiement est de plus en plus conçu, y compris par des spécialistes du paiement comme nous, comme un levier d'expérience client, plus que comme une fin en soi, comme Jean-Michel le disait très bien. Donc, on est dans ce monde data, paiement et innovation. Et au sein de ça, on est rattaché à une business unit, qu'on appelle aussi parfois FinTech Campus, qui regroupe différentes FinTech, dont 2 spécialistes de l'acquisition e-commerce et Exponence, qui est cet acteur du paiement intégré. Pourquoi c'est intéressant de le partager? Parce que effectivement, on est un acteur du monde bancaire, on est une filiale du BPCE, on vient de là, mais on est un acteur un peu différent. Pourquoi est-ce que BPCE a choisi il y a 3 ans de lancer ce nouveau business? C'est parce que finalement, ils se sont dit, il va se passer dans le monde de la tenue de compte et de l'émission de moyens de paiement la même chose que ce qui se produit depuis beaucoup plus longtemps dans le monde de l'acquisition et de l'encaissement e-commerce. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître des nouveaux PSP spécialistes de ça, les acteurs, notamment les commerçants, ne sont plus obligés de se tourner vers des banques traditionnelles, ils peuvent se tourner vers des nouveaux types d'acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Et Exponence a vocation à être un de ces acteurs dans le cadre d'un groupe bancaire évidemment, mais spécialisé dans ce nouveau type d'opportunité. La deuxième chose, c'est que nous, on vient quelque part apporter une surcouche je dirais, d'innovation et de performance technologique, mais sur tout un tas de sujets, on s'appuie sur des systèmes
extrêmement robustes, éprouvées et industrielles, notamment nos cartes de paiement, les systèmes de lutte contre la fraude, ce sont les systèmes utilisés par les 20 millions de porteurs du groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne, puisque nous avons le même processeur. On peut, je pense, passer à la suite et on va peu à peu rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'Expolens? Un peu par effet de zoom, avant d'arriver bien sûr vers des cas d'usage plus concrets. Nous, quelques messages. On est, et c'est normal, c'est l'avantage d'être, je dirais, de création récente, on est une technologie de dernière génération. Quelques mots-clés pour nous: entièrement cloud, entièrement microservicisé, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire, ce jargon technique? Ça veut dire que nos solutions, et vous allez voir dans un instant pourquoi c'est très important d'un point de vue métier, elles sont fabriquées pour être complètement modulaires. Nous, on manipule des briques finalement assez basiques qui existent depuis super longtemps. Les cartes de paiement, ça existe depuis très longtemps. Maintenant, on sait les faire virtuelles. Les IBAN et les comptes, ça existe depuis très longtemps. Maintenant, effectivement, on sait aussi faire des IBAN virtuels. Il y a un peu d'innovation. Mais enfin, on joue quand même avec des notions, des virements, un peu d'innovation là aussi, virements instantanés évidemment. Enfin, ce ne sont pas des choses nouvelles. La nouveauté, l'innovation, elle vient dans le fait de dire, ces éléments-là, je suis capable d'en faire des briques modulaires que je peux déployer de manière complètement customisée dans une expérience d'achat ou une expérience de trésorerie d'entreprise, par exemple. On va y revenir. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous, d'un point de vue technologique, de s'appuyer sur ces architectures de dernière génération. Et je dirais, notre signature en tant qu'acteur, puisqu'évidemment, c'est un nouveau marché sur lequel il y a des concurrents et d'autres acteurs qui nous ressemblent. Nous, et c'est un peu ce que je vous disais à l'instant, on considère que notre mission, c'est d'aider des industriels déjà bien installés, qui ont des volumes importants, dans des projets de transformation complexes. Et à ce titre, on remercie bien évidemment Benjamin de parler ce matin, puisque c'est une illustration de ça. Et ce sur quoi on met le paquet, c'est dans le fait de dire, on va vous accompagner complètement dans le design de la solution que vous allez déployer, dans votre contexte, vos besoins, en utilisant nos briques génériques. On ne voit pas de prospect qui arrive avec un discours qui est d'emblée technique en disant « je veux une carte virtuelle avec tel paramétrage qui va faire ça avec tel workflow ». C'est pas le sujet. Voilà, on vient de voir, comme vous le disiez, le paiement c'est un accessoire avec des problématiques métiers. Je veux fidéliser mes clients, je veux générer un nouveau revenu, je veux monter une plateforme avec des partenaires. En termes de workflow de paiement, qu'est-ce que je dois faire? Et là, nous, on veut mettre le paquet là-dessus sur cet accompagnement. Je pense que là aussi, alors, on a mis quelques credentials en dessous. Je pense que c'est pas le plus important aujourd'hui. Pour vous dire qu'on est, je dirais, pour une fintech, on a déjà une certaine force de frappe. Voilà, on est déjà assez nombreux, beaucoup de force de frappe à la tech. On est nativement européen dans les services qu'on adresse. Et d'ailleurs, de par notre positionnement aussi sur les grands industriels que j'évoquais, nos premiers clients français, ce sont souvent des clients français qui se projettent dans les pays voisins spontanément. On couvre déjà on a à peu près 4 millions de clients finaux qui utilisent nos wallets et à peu près 2 milliards de flux à date, avec des croissances de l'ordre de pas loin de 70% par an depuis que nous avons lancé la nouvelle marque il y a un an. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, tout de suite après, je laisserai la parole à Dimitri qui va vous présenter des cas d'usage plus concrets qui j'espère, vous parleront. Je le disais à l'instant, nous, voilà, finalement, notre métier, d'un point de vue bancaire, fonctionnel, il se réduit à des choses assez basiques. On crée des utilisateurs, on fait leur KYC avec notre licence qu'on met à disposition de nos clients et partenaires. Une fois qu'on a ces utilisateurs et ces KYC, on peut les doter de comptes, de sous-comptes, d'IBAN virtuels ou d'architectures de comptes un peu plus complexes selon les cas. Une fois qu'on a ces utilisateurs et ces comptes, notre métier, c'est d'être capable de recevoir des paiements dessus, paiement carte, paiement SEPA, virement SDD, SEPA instantané. Puis c'est aussi d'émettre des moyens de paiement sortants. Là aussi, SEPA en tout genre. Évidemment, carte virtuelle, business au consumer, des paramétrages qui peuvent être sophistiqués sur ces cartes. Je ne rentre pas dans le détail, mais enfin, tout ça pour dire que notre métier, c'est simple, c'est de créer des utilisateurs, de leur donner des comptes et d'être capable d'accepter des paiements entrants et des paiements sortants. Donc finalement, l'intérêt de notre métier, c'est de rendre ces briques disponibles dans des contextes métiers. Pourquoi? Pour
et c'est des use cases qu'on va illustrer juste derrière, et pour ça, je céderai la parole à Dimitri. Les cas d'usage, en réalité, sont extrêmement nombreux. Ça peut être designer une expérience de shopping spécifique, dédiée à un contexte métier particulier. C'est un peu ce qu'a fait Mille et une listes, on le verra tout à l'heure. Ça peut être permettre à un trésorier d'entreprise d'industrialiser des flux de paiement de ses fournisseurs, de paye aussi. Ça peut être de permettre à un e-commerçant de gérer les flux financiers avec ses réseaux de franchisés, avec ses sous-marchands s'il s'agit d'une marketplace, avec ses partenaires s'il s'agit d'une plateforme qui n'est pas exactement une marketplace, il y a d'autres modèles. Voilà. Et donc, les cas d'usage sont extrêmement nombreux. Il y a aussi des cas d'usage pour les commerçants, je pense, qui vont se développer à l'avenir dans l'univers de la fidélisation, mettre du paiement dans les programmes de fidélité, dans l'univers de la gestion de la relation client. Je vais rembourser mon client, je lui mets un voucher en réel sous forme de carte virtuelle. Je donne juste une illustration. Donc voilà, notre métier, encore une fois, c'est de mettre ces briques génériques à disposition, de gérer toute la complexité bancaire, toute la complexité technique et d'aider nos clients à designer ce qui répond à leur contexte métier. Et pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais céder tout de suite la parole à notre Chief Product Officer Dimitri, qui va illustrer quelques cas d'usage concrets sur lesquels aujourd'hui on a envie de travailler, auxquels on croit, même si en réalité ça représente, c'est pour les besoins de l'illustration, je dirais une fraction de ce qu'on peut faire avec du paiement intégré. Merci Jean. Donc Dimitri, enchanté de prendre la parole. Je voulais juste revenir sur un mot rapide. Jean-Michel citait Uber qui avait montré la voie pour effacer les paiements. Donc c'est vraiment la vocation du banking as a service. Et ça peut paraître un peu paradoxal de se dire qu'un grand établissement bancaire comme BPCE souhaite finalement accompagner la désintermédiation de la banque. Mais aujourd'hui, notre vocation, elle est bien de rendre accessible, comme le disait Jean, des choses finalement très basiques de notre métier, comme la tenue de compte, l'entrée en relation et les paiements. Ce que je vous propose du coup, c'est de passer à la slide suivante et de découvrir finalement on a trois contextes de use case et d'offres, de configuration de besoins qu'on accompagne. Il y a évidemment le digital banking, où là, historiquement, on a eu cette désintermédiation et la création du banking as a service. Je vous parlerai dans quelques instants de ce qu'on a fait avec Onet Plus sur le BNPL. De ce besoin finalement assez générique où l'objectif c'était de créer de nouvelles expériences toujours plus personnalisées et finalement ce qu'on a observé sur le marché c'est une fragmentation des expériences utilisateurs et aujourd'hui qu'on soit médecin, professionnel, artisan, on peut presque trouver la banque digitale qui correspond à nos besoins. Le fil s'est tiré sur le banking as a service et on a deux grandes catégories d'offres qu'on accompagne qui sont des besoins tirés par soit des besoins corporate, c'est ce qu'on appelle le financial management. Là, ce sont plutôt des trésoriers, de la gestion financière et la proposition de valeur, c'est de dire vous pouvez gérer autant de comptes que vous le souhaitez pour organiser vos flux de facturation, vos flux de commissions, le paiement de vos fournisseurs avec des schémas comptables qui sont adaptés à vos équipes. Et je reviendrai dessus sur ces cas de figure. Et on développe également des moyens de créer des expériences de paiement personnalisées, comme celle de Mille et une listes, où là, finalement, l'objectif, c'est d'aller piocher parmi les différentes briques du produit Xpolens, celles qui sont pertinentes, et d'accompagner nos partenaires dans la contextualisation et le support de ces services de paiement. Une chose qui est très importante et qui nous tient à cœur avec Jean, c'est vraiment que nos clients puissent se concentrer sur leurs expériences et la création de leur parcours et que nous effacions en fait tout le contexte réglementaire, compliance et risque. Et donc ça, c'est ce qu'on s'attache à faire. Au-delà de la plateforme API qui est temps réel et qui permet de s'adapter et de supporter chacun de ces parcours, nous assurons de façon générique la conformité et les aspects réglementaires de tout ce que nous offrons à nos partenaires. Oui, il y a quelque chose qui m'avait échappé dans ce domaine-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a 15 jours, la CPR a quand même dit qu'il y avait des gens qui proposaient des formules de paiement fractionné, etc.
c'est pas complètement dans les clous en matière de réglementation. Il y a même du coup un des acteurs qui a dit que lui, pour le moment, il suspendait ses activités. Donc, c'est vrai que pour des gens qui s'engagent sur ces voies-là, ça paraît quand même une bonne idée. Cet aspect de conformité réglementaire, c'est pas pris en charge. Moi-même, à un moment donné, il y a très longtemps, il y a eu ce problème. Je confirme. Mais c'est très dans On en parlera aussi après. C'est d'autant plus vrai pour des enseignes très installées. Nous, quelque part, il y a cette dimension compliance as a service et en fait, derrière, sécurité as a service. C'est-à-dire que une fintech qui veut lancer un service innovant et qui est prêt à jouer des coudes avec la réglementation, je dis pas que c'est bien, mais ça peut être un mal nécessaire, ça fait partie du jeu. Une marque déjà puissante, déjà installée, qui a une clientèle, elle veut pouvoir dire à ses clients, votre argent est protégé, vous pouvez me faire confiance, il va pas n'importe où. Et là, ouais, c'est très important. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que tous nos services soient en marque blanche. Et donc, nous n'apparaissons jamais dans l'expérience client. Elle reste propriété de leur service marketing et expérience client. Si on rentre un peu plus concrètement dans le détail, et je vais d'abord vous illustrer avec Onet Plus ce que notre accompagnement. Donc l'année dernière, Onet Plus a lancé son nouveau service de BNPL, donc de Buy Now Pay Later. Un des grands enjeux sur ce marché-là, c'est de se désenclaver de la relation des PSP. Aujourd'hui, le PSP, c'est un peu le point focal dans le e-commerce et dans le retail pour pouvoir agréger des moyens de paiement divers et variés. Et l'objectif de Onet, c'était d'avoir une carte de paiement fractionné universelle. Et donc avec nous, ils ont construit l'ensemble du service. Et donc pour Onet, nous les accompagnons de l'entrée en relation. Donc le KYC est réalisé par Exponence. Nous ouvrons des comptes de paiement qui correspondent à leurs exigences Onet sous leur agrément. Et on gère toute l'émission de la carte, les autorisations. Et on a construit conjointement avec Onet un système qui permet d'embarquer dans la carte le score de risque en temps réel pour chaque transaction. Donc Onet a la possibilité, à chaque fois qu'un client fait un paiement, que ça soit en ligne dans une enseigne dans laquelle ils ne sont pas présents ou en magasin, de tout de suite venir spécifier est-ce qu'ils autorisent le client à payer en 3 ou 4 fois un paiement qui excède finalement la trésorerie qu'il a sur le compte. Donc c'est une approche un peu différente au découvert bancaire qui permet en temps réel de laisser le choix à l'utilisateur de fractionner au moment, enfin après le paiement. Donc il a déjà l'autorisation d'acheter son bien et ça c'est ce qui est le plus important, c'est de ne pas être bloqué dans l'acte d'achat. Et a posteriori de décider s'il veut le fractionner ou le faire à comptant. Et donc on sort un peu de cette expérience de TPE où on est obligé de dire ah oui je veux le payer à crédit, je veux le payer à comptant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a construit ensemble. Je dirais que les fondamentaux en fait de notre proposition de valeur et avec Jean on est assez d'accord là-dessus sont fondamentaux dans notre proposition de valeur sont l'accompagnement du client, la création des parcours. Donc on passe beaucoup de temps à la fois en avant-vente et pendant les kick-offs des projets à accompagner nos clients sur quels sont les parcours qu'ils souhaitent mettre en œuvre, challenger aussi nos fondamentaux de compliance. Et je pense qu'à l'intérieur de BPCE, on est vu un peu comme des trublions sur les aspects réglementaires et légaux. Donc nous, c'est ce qu'on apporte comme garantie à nos clients, c'est de venir aussi bouleverser ou bousculer les règles groupes et de construire des expériences qui soient vraiment adaptées à ce qu'ils souhaitent déployer et non pas parce qu'on est parfois confronté à ce genre d'expérience, ça va faire imposer du co-brand ou imposer des parcours d'entrée en relation, imposer des conditions même de plafond ou d'usage sur les cartes. Tout ça est discuté avec nos clients et adapté sur mesure à leurs besoins. Et donc pour nous, on pense que c'est fondamental. On doit pouvoir accompagner nos clients de ces phases très amont de création de parcours jusqu'au delivery, jusqu'à la mise en service. Et cet accompagnement, on le fait vraiment de bout en bout. Ce que ça a permis à Onet de créer, c'est une nouvelle expérience de banque digitale, complètement agnostique de leur système existant.
qui vient pas nécessairement vampiriser le service, mais c'est vraiment une nouvelle offre commerciale. De développer de la connaissance, parce qu'aujourd'hui, les cartes, on le voit par l'usage et les informations qu'on échange avec eux, elles sont utilisées dans plein de contextes. On pourrait discuter du caractère éthique après, mais on peut fractionner un restaurant, on peut aller fractionner les bières avec les collègues. C'est des choses qu'on voit aussi dans les transactions. Ça me permet de vous dire que l'ensemble des informations de paiement sont évidemment notifiées en temps réel à nos clients. Donc, s'ils souhaitent les exploiter pour faire du rebond commercial, pour suggérer une assurance, parce qu'on est en train de réserver un billet d'avion, tout ça, c'est faisable à partir des informations de paiement et ça crée une vraie valeur. Et sur le pilotage, aujourd'hui, Honnet ne se concentre finalement d'abord que sur l'acquisition de ses clients, donc optimiser son tunnel de transformation et définir les scores de paiement fractionnés et ne s'occupe absolument pas de la tenue de compte, du monitoring, de LCBFT, de lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme. Tout ça est effacé. Il ne se concentre que sur l'expérience client. En l'occurrence, j'ai une question un peu précise là-dessus. Moi, je vais la poser maintenant. Non, mais c'est quelque chose qui m'est. Bon, on a tous en tête qu'il va y avoir une révision de la directive Crédit Conso et qu'on va demander donc, propose le fractionnement de paiement, bref, du crédit, de veiller à ce que ça soit fait dans les règles et que ça ne soit pas une espèce d'Eldorado qui mène éventuellement à de nouvelles formes de surendettement. Donc là-dedans, bon, on a les API d'accès au compte de la DSP2. Et moi, je me demande, enfin, je pense même qu'on devrait profiter de ça comme un élément, entre guillemets, probant, puisqu'on a accès au compte, qui permettent de renforcer à la fois renforcer la sécurité, mais aussi démontrer qu'on a fait ce geste d'échange finalement avec le consommateur, de vérifier qu'il a une capacité in fine de payer. Sachant que, évidemment, personne n'a envie de ne pas être payé à la fin. Donc, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, ça serait un métier une partie de l'expérience de réfléchir avec Honnet sur la mise en place de ces API, s'il était décidé de faire appel. Là-dessus, on a une approche en réalité assez flexible, ce qui est un petit peu la règle chez nous de façon générale. Les technologies qui sont derrière ces nouveaux services DSP2, AISP et PISP, ce sont des technologies très différentes des nôtres. C'est-à-dire que nous, on fait de l'informatique de gestion bancaire de dernière génération. Les gens qui ont développé des plateformes de PISP et d'AISP ont développé des savoir-faire technologiques différents. Ils viennent d'ailleurs du monde du web scraping et aujourd'hui, ils sont des spécialistes de l'intégration des API des banques et de leur mise à jour permanente. C'est un métier un peu particulier, donc comme d'ailleurs l'ensemble de nos, je dirais, équivalents aux concurrents, nous, on considère que c'est pas notre métier de développer ces technologies in-house. Donc, on n'a pas nos propres solutions d'agrégation de comptes ou d'AISP. En revanche, on s'entoure de partenaires avec qui on est comme ça, pour, dans le cadre d'un projet d'intégration, pouvoir le déployer chez le client. Et en l'occurrence, il se trouve, dans le cas de Honnet, qu'ils utilisent déjà l'agrégation de comptes, il me semble, avec Budget Insight, justement pour récupérer ces informations, pas forcément pour faire un scoring de crédit exploitant les données de revenus, mais pour au moins, dans un premier temps, jouer avec les plafonds de paiement des cartes, le plafonnement du compte, et développer une approche par les risques. Voilà. Okay. Effectivement, si la réglementation oblige, peut-être pour certains montants, au-delà de certains montants sur 30 jours ou un trimestre, à faire un vrai contrôle de la solvabilité du client dans le cadre d'un BNPL, ce sera une solution immédiate. Et nous, là-dessus, notre rôle, pour revenir un peu plus sur Expoliens, c'est là aussi de designer l'architecture. On ne va pas forcément dire faites tout chez Expoliens, mais par contre, on connaît le meilleur partenaire avec qui on va pouvoir s'imbriquer pour répondre à ce besoin-là. Ça fait partie de notre mission de conseil. Mon challenge au produit pour Expoliens, c'est finalement de dire nos briques fondamentales sont un peu toujours les mêmes, quel que soit le client, de tenue de compte, d'entrée en relation, de paiement, mais de s'assurer que on mette à disposition des services qui soient suffisamment génériques.
voilà, le vrai challenge, il est là. Honnête, ce qu'on leur permet de faire, c'est de décider quand est-ce qu'ils autorisent un BNPL, jusqu'à quel montant, combien de fois, et s'ils veulent le limiter à certains types de transactions, ils pourraient le limiter qu'à la VAD, ils pourraient le limiter qu'à la proxy. Voilà, donc c'est leur donner le maximum de contrôle, mais de s'assurer qu'on n'est pas en train de designer le service côté Exponence pour eux spécifiquement. Si on passe à la suite, on va rentrer dans des use cases qui vont peut-être plus vous parler, et j'espère plus contextualisés dans le monde du retail et du e-com. Le premier, il nous parle, hein, nous, commerçants, hein. Ça nous parle. Hein. Je me permets de faire une incise là-dessus parce que ce qu'on voit se passer sur le marché, en fait, faut regarder au-delà du BNPL. Je trouve que ce qui se passe, c'est qu'on a un ensemble de nouveaux acteurs dont le BNPL fait partie. C'est ce dont on parle le plus depuis un an, mais c'est une partie d'un tout plus large pour moi. Ce sont des nouvelles plateformes de shopping, c'est-à-dire des nouvelles marques, pure players digitaux, qui disent je réunis une communauté de consommateurs pour construire des expériences de shopping dédiées que j'instrumentalise avec d'une BNPL, du cashback, peut-être des assurances et d'autres choses à l'avenir. Et ensuite, quelque part, je construis un modèle d'audience où je vends ça à des commerçants et je capture une partie de la valeur. Et en gros, dans leur fantasme, ils deviennent des booking.com et paf, ils capturent quelque part toute la relation client et la marge. Et là, vous avez raison, là où c'est intéressant, c'est que finalement, il y a plusieurs types d'acteurs qui vont vers ces modèles de plateforme. Il y a les acteurs qui viennent du BNPL et qui peu à peu se transforment en plateforme de shopping. Nous, on a pour nos plus gros clients, c'est le leader européen du cashback, Igral, qui quelque part lui aussi crée une plateforme de shopping et ne vient pas du BNPL, mais je suis sûr qu'un jour ils voudront en rajouter dans leur carte. Voilà, il y en a qui viennent des marketplaces. Des commerçants pourraient se poser la même question. J'ai une marque puissante, j'ai des millions de clients. Est-ce que c'est pas moi qui devrais mettre cette marque en avant et devenir cette plateforme d'audience en portant des partenaires, etc. Ça, c'est presque en un sens ce qu'on a fait avec Leroy Merlin, les ADO, en les accompagnant dans le lancement de leur marketplace. Donc oui, Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils s'imposent en proposant une expérience de paiement que finalement tout le monde essaye d'effacer. Ils reprennent le... et donc, si on rentre un peu sur d'autres use cases, et ce sont des exemples, c'est absolument pas exhaustif, mais ce sont soit des projets qu'on a en cours, donc on ne partagera pas nécessairement, on ne peut pas à ce stade partager les références, ou des use cases avec lesquels sont venus nous voir nos prospects, qu'on va partager sur différents secteurs. Un marché qui se pose beaucoup de questions autour du paiement en ce moment, c'est le travel, sous beaucoup de formes. Évidemment, ils doivent se relancer post-Covid. Il y a des sujets un peu de paiement en carte virtuelle qu'on n'abordera pas aujourd'hui. En revanche, un use case qui était intéressant, c'était de développer des programmes de fidélité complémentaires aux offres déjà existantes. Donc, vous avez certainement en tête une offre avec un support Amex d'une grande compagnie aérienne française. Voilà, je n'en dirai pas plus. L'idée, c'est que ils ont eu pendant 2 ans toute une base de clientèle pour laquelle ils ont prolongé les points de fidélité. Il y a des questions un peu de comptabilité autour de cette tenue de points. Ils cherchaient à optimiser la long tail de ce programme de fidélité avec des offres complémentaires moins chères et développer en fait de nouvelles expériences de cashback et d'animation de ce programme de fidélité. Et donc au final avec eux, on était arrivé sur une expérience qui était très très simple, avec une entrée en relation quasi anonyme, puisque en fait les montants de cashback étaient très faibles et de points de fidélité. Et on avait retenu finalement qu'une émission de carte. C'était un produit très vanille, épuré de tout flux bancaire. Et ce qui faisait en revanche toute la valeur de leur proposition et de l'expérience qu'ils essaient de construire, c'est la connexion à la data. Puisqu'en fait, une fois qu'on équipait le membre du programme de fidélité d'une carte de paiement, mais qui dépensait ses points de fidélité, il pouvait les dépenser n'importe où. Eux pouvaient faire la démonstration à des réseaux de partenaires de l'usage et de la dépense des cartes, donc la transformation des points en euros,
Et une fois qu'on est capable ensuite d'identifier tous les commerçants auprès desquels ces dépenses ont lieu, on peut venir les ressolliciter en disant, vous voyez, ma base de clients en fait consomme chez vous. Est-ce qu'on peut négocier finalement la rémunération de ce trafic? Donc c'est aussi une façon toujours de capter de l'audience, et la data est la preuve finalement de l'usage et le début d'une discussion et d'une relation avec des réseaux de partenaires. Sur le gambling, l'objectif est un peu différemment. Juste une insiste là-dessus, pardon, très vite sur la fidélité. Moi, j'ai une conviction là-dessus, ce qui est que même si l'usage des wallets, Apple Pay, Google Pay, etc., que évidemment on sait gérer, même si c'est encore minoritaire sur le marché, ça grandit. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'à terme, on va pouvoir faire des programmes de fidélité avec des cartes virtuelles beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles et beaucoup moins coûteux en termes de gestion du programme de fidélité en lui-même que par le passé. Et ça peut rendre la gestion de programme de feed ayant un vrai impact et de la vraie génération de valeur, plus accessible à un grand nombre d'enseignes. Oui, c'est toujours un sujet. Hein, Beaucoup d'avis pour. Exactement. Exactement. C'est la base. Hein. Je dirais pas quelle enseigne, mais il y a un endroit où c'est un peu une marotte que j'ai, j'avoue. Je vais souvent manger au même endroit entre midi et 2 dans une franchise dont je tairai le nom. Et ils font des cartes prepaid en plastique, anonymes. Ils savent pas que c'est moi, Jean-Guillaume, qui utilise cette carte. Ils n'ont aucun moyen de tracer le fait que j'ai utilisé cette carte pour acheter la nouvelle salade japonaise qu'ils ont sortie la semaine dernière. J'ai pas d'application où je peux faire quelque chose. Et je sais même pas comment tracer que si j'ai 5 € offerts au bout de 10 achats, je sais pas où j'en suis. Voilà. Et avant, pour faire mieux que ça, il fallait des intégrations assez complexes. Avec des solutions comme Exponence, le message c'est non, c'est devenu assez facile de lancer ça. C'est devenu beaucoup moins coûteux en frais de gestion parce qu'on peut tout digitaliser et mettre dans des wallets. Et du coup, vous savez que le barbu qui habite à Paris de presque 40 ans, il a tout de suite acheté la salade japonaise qui a été lancée la semaine dernière. Et ce même utilisateur, le même barbu, il sait que s'il revient cette semaine, il aura cette fois-ci son 5 € de réduction ou je sais pas quoi. Et ça, c'est beaucoup plus accessible, efficient et moins coûteux avec ce qu'on sait faire aujourd'hui que ça n'était sans doute par le passé. Moi, j'y crois pas mal, au-delà du coup du contexte du travel où c'est aussi un cas d'application comme Dimitri l'expliquait. Un autre cas qui est intéressant et qui sera très différent, c'est le gambling. Donc, vous avez beaucoup de sites de jeux en ligne aujourd'hui, et un frein principal qu'ils ont, comme d'autres acteurs de l'e-commerce, c'est le paiement carte. Les plafonds de cartes. Là, on fait face à des joueurs qui peuvent avoir besoin de charger plusieurs milliers d'euros pour faire des parties de poker ou des paris. Et leur enjeu, c'est d'encaisser en temps réel le chargement du joueur et de lui permettre de jouer immédiatement. Le principal problème, c'est que généralement, ces établissements de jeux sont dans de grandes banques françaises, avec l'ensemble des fonds qu'ils reçoivent, et que la DSP2 ou l'open banking ne leur permet pas finalement de se connecter à ces comptes entreprises en temps réel et de pouvoir rapprocher les chargements des joueurs. Donc ça crée une latence, ça crée des frustrations auprès de leurs utilisateurs. Et on les a accompagnés en fait pour créer une nouvelle expérience et un parcours de chargement avec des virements qui démarrent par une initiation de paiement. Donc là, on s'associe à des gens dont c'est le métier et qui savent bien le faire pour avoir l'information que le paiement a été émis, et surtout garantir de l'information de l'IBAN, le montant, voire une référence qu'on peut ajouter au paiement. Et donc ça nous permet de bien flaguer le virement au départ, de leur mettre à disposition à chacun de ces joueurs des IBAN virtuels. Donc on a une association en fait chargement IBAN virtuel qui est unique. Et cet IBAN virtuel, comme via Exponence, il est accessible en instant payment, qui aujourd'hui fait encore une différence sur le marché puisqu'on est les seuls à le proposer. J'en profite, la petite incise commerciale. On félicite. Nous permet en fait de réconcilier en temps réel et automatiquement ce chargement à l'IBAN et donc à la personne. Et ça fournit à nos clients l'information du montant et du chargement, et eux peuvent considérer que les gains sont, que le chargement est disponible et qu'ils peuvent en tenir compte dans un pari. C'est finaux, ça.
Ouais, Ça, finalement, ouais. c'est bête comme chou en termes de service. Enfin, nous, à notre niveau, en tout cas, ça nous paraît très, très simple à mettre en œuvre. Il faut juste accompagner nos clients sur l'assemblage de ces briques et comment utiliser la plateforme. Et ça leur apporte un vrai gain d'expérience client. Ça, c'est sur la phase chargement, mais également pour le reversement des gains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, également, si je veux payer mon parieur, je suis obligé de passer par un logiciel de trésorerie. Je récupère de mon système d'information la liste des gains à régler à mes joueurs. Je les charge dans mon logiciel de trésor. Mon DAF, fin de journée, va se loguer sur sa plateforme, met sa carte, tape son code et je règle mes joueurs. Donc, en ce moment, on travaille sur le revers, en fait, la phase amont de ces paris, qui est de complètement effacer cette partie signature et de régler les joueurs en temps réel au fur et à mesure qu'ils gagnent leur pari ou qu'ils décident de retirer leur gain. Ouais. C'est très intéressant parce que ça montre l'écart qu'il y a entre, enfin, par exemple, parce que dans les cas d'usage identifiés du virement instantané, il y a ça, le versement des gains de jeu. Mais il y a un écart en fait qui s'est créé entre quelque chose qui a été imaginé et quelque chose qu'on fait, quoi. La différence entre un concept et le fait d'arriver à le faire réellement, quoi. C'est ça. En fait, il y a la capacité technique quelque part de payer instantanément à rendre ce cas d'usage réel. Et ce qu'on permet. Gros avenir, hein. Enfin, sur ce sujet-là, la notion d'instantanéité, là, on voit qu'il y a des cas d'usage spécifiques sur lesquels c'est une valeur absolue. Ouais, et de instantanéité et je dirais automatisation et lettrage natif, ça va de pair. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus besoin de l'EDI et du traitement en batch par fichier, etc. Et ça nous permet aussi d'aller plus loin que la DSP2, parce que l'open banking, c'est j'agis sur des comptes dans plusieurs établissements à distance, mais ça a des limites. Il faut s'y connecter physiquement. Donc le directeur financier, il est quand même obligé d'interagir et de se loguer dans sa banque pour initier le paiement. Et puis il va être limité en nombre. Et ça, c'est pas scalable d'un point de vue industriel. La question là, de Marianne sur le request to Le pay. request to pay, oui. Donc c'est plutôt une remarque sur le fait que le request to pay va faire partie des éléments qui permettent d'adresser ce type de use case. Exactement. Là, du coup, on y sera avant. Le request to pay, c'est bien, mais c'est pas encore. Alors, les normes sont sorties. Il progresse. Il progresse sur l'interbancaire. Après, il y a des formes, si on digresse un peu, des formes alternatives qui ont été initiées sur l'open banking avec des QR finalement d'initiation de paiement. Ouais. Où là, on est encore sur, en revanche, toujours une interaction humaine. Voilà. C'est intéressant parce que Certainement, on est extrêmement proche. Hein. exactement. Ça a la même valeur. Oui. C'est plutôt dans un usage, je dirais, direct, avec un paiement unitaire. Si on poursuit, un troisième use case d'intérêt et qui se décline dans plusieurs contextes, c'est le paiement des fournisseurs. On a, alors vous avez certainement dû croiser pléthore de nouveaux services de gestion de factures, de paiement de fournisseurs qui se lancent. Ils ont tous démarré sur plutôt les workflows de validation de ces factures et la préparation des paiements. Aujourd'hui, ils poursuivent le mouvement et ils vont plus loin pour intégrer des comptes et l'automatisation des versements. Donc, ils ont sécurisé, automatisé quelque part ce qui allait définir le montant qu'on allait payer et à quel moment on voulait décliner le paiement. Et aujourd'hui, ils veulent aller plus loin. Ça permet à n'importe quel corporate ou à des retailers d'envisager de payer ses fournisseurs, de gérer de la trésorerie entre ses magasins ou ses filiales de façon automatique. Et aujourd'hui, ce qui fait de la valeur auprès de ces acteurs qu'on accompagne, c'est avoir la possibilité en temps réel de programmer des paiements. Donc, je viens de valider une facture d'un montant de 10 000 € au profit de tel bénéficiaire. Ben, je vais directement la planifier automatiquement à la fin de la validation.
je vais pouvoir suivre, un peu comme le cas du gambling, en temps réel mes paiements reçus, si j'en attends, et je vais facilement les réconcilier avec mes IBAN virtuels. Donc à une facture, je vais associer un IBAN virtuel. À un fournisseur, je vais associer un IBAN virtuel. À des paiements de salaire, je vais associer un IBAN virtuel, et ça me permet d'avoir une traçabilité, une lisibilité complète des flux. Et ce que apprécient nos clients, finalement, c'est qu'on ne pose aucune limite sur le nombre de comptes dont on peut se doter au sein d'Xpolens. Ils peuvent les spécifier, les dédier à des usages, en piloter en temps réel la réception, l'émission des fonds. Et aujourd'hui, ça permet d'automatiser les paiements en fonction de date, en fonction des soldes, de tout un tas d'éléments qu'on met à dispo. De réduire aussi, quand c'est nécessaire, le nombre de paiements sortants. Donc, on pouvait être amené à, si on voulait régler un fournisseur sur plusieurs factures, c'est facile de pooler en fait l'ensemble des fonds et de faire un seul virement et d'optimiser son BFR avec Instant Payment. Instant Payment, ça peut faire gagner jusqu'à 48 heures d'exécution, puisque un CEPA et donc là où on était obligé d'anticiper 2 jours de trésorerie, on peut l'exécuter le jour même, à des prix qui sont extrêmement compétitifs au sein de BPCE et d'Xpolens. Et je le disais, puisqu'on peut dédier autant d'IBAN virtuels qu'on le souhaite et les adapter à notre usage, on va aller gagner du temps et des ETP sur le rapprochement, le reporting et la traçabilité des opérations. Si on avance et qu'on poursuit sur une de nos différences, donc chez Xpolens, vous l'avez compris, on est un établissement de paiement de monnaie électronique. Donc on a nos propres licences. Ce qu'on vend finalement, c'est une expérience vraiment marque blanche du banking as a service. Nos clients ne se préoccupent pas du tout. On a 3 façons de travailler ou d'exploiter Xpolens. Soit on est client direct, ça c'est un peu particulier, donc vous ne souhaitez pas équiper d'utilisateurs finaux, vous avez plutôt des besoins propres de trésorerie, d'optimisation de flux en support de votre activité. Vous n'avez aucune démarche administrative vis-à-vis de la Banque de France à faire. Vous pouvez être agent d'Xpolens, donc là vous êtes officiellement déclaré comme soit un distributeur de monnaie électronique, soit un agent, et ça vous permet de personnaliser vos parcours, d'entrer en relation, vos expériences de paiement de bout en bout, et on vous accompagne en 2-3 mois auprès de la Banque de France pour être officiellement déclaré. Ou alors vous êtes vous-même un établissement bancaire et vous avez vos agréments, et à ce moment-là, on vous accompagne en tant que prestataire de service et on assure toute la conformité des opérations et de la plateforme. Je passe vite là-dessus parce que il nous reste passer plus de temps sur le show aujourd'hui, ou en tout cas la part belle à notre partenaire Mille et Unistes. Donc on est en marque blanche et on a deux fondamentaux qui sont cœur. Une plateforme et une solution technique full API. Donc tout est consommable via API et en temps réel, documenté et simple. On vous y accompagne de toute façon de bout en bout, ouverte parce que l'ensemble de la data est partagée avec notre agent. Donc l'intérêt d'être agent, c'est que vous êtes du coup habilité à observer toute l'activité de vos utilisateurs, donc y compris les données de paiement, de façon complètement lisible et exploitable. Et on vous permet de gérer en toute transparence les plafonds, les autorisations, les habilitations de vos utilisateurs sur l'ensemble des comptes pour que vous soyez vraiment complètement autonome. Et pour conclure et aller droit au but, vous l'aurez compris, nous, notre objectif au travers de la plateforme, c'est vraiment de rendre accessible ce qui fait le b.a.-ba de la tenue de compte et des moyens de paiement, et de vous accompagner à les personnaliser en fonction de vos objectifs. Si vos objectifs, c'est de gagner en productivité et de lever tout un tas de process manuels
On sait le faire sur la partie gestion de flux, trésorerie, paiement de fournisseurs, encaissement de joueurs ou paiement. Si c'est créer de nouveaux axes de revenus, c'est également possible. Un élément qu'on n'a pas partagé aujourd'hui, c'est que l'ensemble de nos clients sont intéressés à l'interchange sur les paiements cartes. Donc nous, notre philosophie, c'est de dire que si notre client est successful et génère des revenus, en fait, on le partage. Et ça, on s'associe complètement au succès de nos clients. On va peut-être après. Et votre objectif, il peut être aussi de fidéliser des clients. Et donc là, vous avez des services existants, vous voulez augmenter la proposition de valeur, l'étendre avec des services de paiement, y associer du cashback ou des programmes de fidélité. Et on sait aussi vous accompagner dans ces expériences-là quand le paiement, entre guillemets, est un peu plus secondaire. Voilà. On a légèrement dépassé, mais Non, c'est très bien, c'est parfait. Alors, Donc, je vais prendre la main. Merci encore de cette invitation et merci à Dimitri et Jean. J'ai l'impression d'avoir revécu 2 ans auparavant la présentation du produit Xpolens et j'ai à nouveau compris pourquoi on s'était engagé. Non, donc enchanté, Benjamin Fontenay et je dirige la société Milléniste. Je vais faire un bref placement de la société Milléniste au sein du groupe Galeries Lafayette. C'est donc un apporteur d'affaires pour les grands magasins. C'est-à-dire que la société Milléniste a pour vocation à recruter des clients et à apporter du business supplémentaire dans l'ensemble des magasins, Galeries Lafayette, BHV Marais et les entités afférentes. Il est important de vous dire, avant de passer à la slide suivante, que la société Milléniste a porté un site internet par le passé. C'était milléniste.fr, qui était un conglomérat là-dessus d'un ensemble d'occasions pour lesquelles vous créez des cagnottes. Ça peut être des pots communs, ça peut être pour des événements festifs tels des anniversaires et autres. Et puis dedans, la liste de mariage. On a décidé au sein du groupe Galeries Lafayette, je vais me permettre d'user une expression qui, je pense, depuis hier deviendra populaire. On a décidé de ne pas ripolliner uniquement la façade. On a décidé de faire un changement fondamental de l'ensemble de notre parcours. On va passer à la slide suivante. Et donc, notre projet de transformation de la société Milléniste s'est engagé sur 2 chemins. On a créé déjà un site qui s'appelle Galeries Lafayette La Cagnotte. Je ne vais pas passer de temps là-dessus puisque ce n'est pas l'idée de cet échange, mais en tout cas, nous avons mis sur ce site l'ensemble des cagnottes qui ont vocation à un recrutement rapide, massif, pour une occasion habituelle qu'on peut vivre régulièrement avec une utilisation par carte cadeau. Ça, c'est Galeries Lafayette La Cagnotte. Ça nous a permis de nous concentrer sur un site milléniste.fr, sur uniquement une solution mariage, donc l'ouverture de liste de mariage. Et là, ça me semble important de refaire un rapide retour en arrière parce que quand on dit liste de mariage, la plupart du temps, on se pose encore la question, mais qu'est-ce qu'une liste de mariage? Parce que souvent, on n'a qu'une occasion dans sa vie pour en ouvrir une. Alors, on a des champions et championnes. Et je n'incite personne, mais on peut en ouvrir plusieurs fois dans sa vie. Mais de plus en plus, mais je n'incite bien évidemment pas. En tout cas, c'est vrai que la liste de mariage, c'est quelque chose, on ne peut pas l'entendre régulièrement dans sa vie et on n'a pas souvent l'occasion d'en ouvrir une. Il faut savoir que les grands magasins, la liste de mariage, c'est dans l'ADN du grand magasin. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, on a toujours fait des listes de mariage. Alors, on a eu 3 champs historiques de listes de mariage. Vous aviez à une époque, aux Galeries Lafayette, la possibilité de venir. Vous faisiez une sélection d'art de la table, souvent la ménagère. Alors, vous voyez chez les grands-parents, souvent l'argenterie qui a été achetée aux Galeries Lafayette avec une liste de mariage. Et en fait, vous veniez en magasin, vous faisiez une sélection de cadeaux et les convives venaient directement au magasin déposer leurs dons en espèces ou en chèques. À la fin du mariage, nos futurs mariés, nos mariés repartaient avec l'ensemble des cadeaux gagnés. Ça a un tout petit peu évolué ces dernières années puisqu'on a digitalisé la liste de mariage et Milléniste est intervenu dans le groupe Galeries Lafayette à ce moment-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est pas une plateforme commerçante. C'est une plateforme qui permet de récolter un ensemble de dons. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'en effet, ces dons, nos clients peuvent en faire ce qu'ils veulent.
Alors, Millennials, c'était très simple, le schéma. Nos clients choisissaient des cadeaux présents au sein du groupe Galeries Lafayette, faisaient partager cette liste, les convives donnaient ce qu'ils souhaitaient, et à la fin, avec cette somme d'argent, nos futurs mariés faisaient l'utilisation qu'ils en voulaient, avec un bémol, uniquement dans le groupe Galeries Lafayette, BHV Marie. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que cette histoire avait une fin, c'est que quand vous êtes milléniste à vocation de recruter des clients qui ne sont pas des clients Galeries Lafayette et que vous leur demandez, avant même d'ouvrir leur liste de mariage, de dépenser au sein des Galeries Lafayette, ça pose un problème en effet de massification de recrutement. Et donc, on s'est dit, on évolue et on le fait pour deux raisons. Cette raison de marché, que vous avez bien compris, qui plus est, on vit une opportunité fabuleuse, c'est qu'il y avait un système qui fonctionnait de plus en plus, c'était l'urne. Vu que les clients cherchent de la liberté, les futurs mariés cherchent de la liberté, ils mettent une urne à l'entrée du mariage et les gens mettent des chèques pour permettre de faire des dons. Ce qui est fabuleux, c'est que le chèque disparaît. Alors ça, c'est une opportunité fabuleuse, à part pour le grand âge. J'espère que je n'insulte personne en disant ça, mais c'est vrai que c'est une opportunité pour nous, la disparition du chèque, de revoir ces plateformes digitales reprendre de la place dans l'intérêt de nos convives. Donc, clairement, une évolution liée au marché. Et l'autre raison, et mes interlocuteurs ici sont bien plus précis que moi sur le sujet, c'est les évolutions réglementaires. C'est-à-dire que si on ne voulait pas finir derrière les barreaux ou avec un produit non fini, clairement, il fallait évoluer et on a fait le choix et c'était une grosse ambition puisque vous le voyez, le mariage, ça reste un marché. Hein. On parle de 200 000 mariages par an en France et je reviendrai là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le choix de travailler avec Xpolens, c'est que c'est pas un marché qui, on sait très bien que chaque année, on va pas recruter 1 million de clients. Ce n'est pas possible. Donc, c'était néanmoins pour nous vraiment une opportunité d'évoluer. Alors, pourquoi Xpolens? On avait la chance, notamment dans la conception du site Galeries Lafayette La Cagnotte et la conception de notre site mariage, de travailler avec une entité du groupe BPCE, ce qui nous a permis de nous rencontrer avec Xpolens. Alors, bien évidemment, on a partagé avec Xpolens et avec d'autres prestataires qui étaient en capacité de nous proposer des moyens pour utiliser la liste de mariage. Finalement, ça s'est fait très simplement avec Xpolens et vous l'avez vu dans la presse précédente, très rassurés par l'accompagnement. Ça, c'est le point majeur et j'y reviendrai après. Ils avaient un produit sur l'étagère, mais le produit sur l'étagère, Xpolens avait une promesse, c'était pour nous de le personnaliser. Ce qui était pour nous majeur, et vous savez qu'au Galeries Lafayette, BHV, milléniste, on est un peu des ayatollahs de l'image. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une rupture dans le parcours de notre client qui se dit j'ouvre une liste de mariage chez Millennials et du jour au lendemain, j'ai l'impression d'être chez BPCE ou Xpolens. Et la proposition, en effet, de personnalisation était totale. Ça nous a en effet complètement convaincus. Et puis le dernier point, et c'est majeur dans ce genre de projets qui sont finalement pour des petites zones économiques, hein, c'est l'envie de travailler ensemble. C'est que Xpolens, très rapidement, nous a dit on a de l'ambition pour vous, pour faire progresser votre business et votre recrutement. On va passer sur la slide suivante. Vous allez voir défiler quelques visuels du site. On a décidé de faire une présentation avec peu de slides, mais vous avez là globalement l'ensemble du site Millennials qui se présente à vous. Alors, l'élaboration du projet, ce qui était d'abord majeur, c'était les réunions de cadrage. Il faut savoir que là, rien que le début de cette réunion, j'ai encore du mal à comprendre 100% des wordings de mes partenaires d'Xpolens, que la technicité, elle est évidente. Et quand il a fallu qu'on partage ensemble sur le business de Millennials, c'est Xpolens qui s'est mis au niveau du métier, de nous, commerçants, pour essayer de comprendre et de correspondre au mieux avec leurs produits, aux besoins que nous avions. Et de la même manière, dans le cadrage, Xpolens nous a aidé à changer peut-être certaines fois de vision dans notre business. Probablement grâce à leur expérience sur d'autres. Et donc, on a aussi fait évoluer le produit au fur et à mesure de nos réunions de cadrage. Ça me semble primordial. En effet, c'est de laisser la part belle à un partenaire pour nous confronter parfois à des idées préconçues qu'on avait. Et c'est vrai que sur le mariage, on a largement évolué. Ce qui était certain, c'est qu'on avait besoin d'une carte de paiement et toutes les réunions tournaient là-dessus. Bien évidemment, on l'a fait en plus dans un contexte difficile puisque ce projet donc le site est lancé depuis moins d'1 an, on est à 8 mois, mais le projet date d'il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on l'a lancé à peu près quand le président de la République a annoncé le premier confinement. Ce qui, en effet, dans l'agilité des équipes milléniques comme Xpolens, c'était une vraie prouesse, notamment avec le contexte Galeries Lafayette qui faisait qu'on était particulièrement chahuté sur cette année-là. Donc voilà, c'était aussi une prouesse
de pouvoir démarrer là-dessus. Sur l'accompagnement, un des points majeurs, c'était la conformité. Je laisse plutôt peut-être la main à mes partenaires, mais c'est vrai qu'on est agent de paiement grâce à les licences Xpolens. Et en fait, ça nous a permis, nous, de nous concentrer que sur le produit et notre site et l'élaboration du site. Et toute cette partie-là a été évacuée. Je ne sais pas si tu as… Oui, Dimitri, on a dit un mot tout à l'heure. C'est assez, je pense, structurant selon les cas. De façon générale, et sauf exemption très particulière, mais notre métier, justement, c'est de détecter ces sujets. Et il y a une partie, comme je disais tout à l'heure, de conformité à ce service, notre métier, voire de conseil juridique et réglementaire. De façon générale, si vous voulez équiper vos clients finaux d'offres de type bancaire, alors vous soyez agent d'Xpolens. Cet agent d'Xpolens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, on est responsable de tout. La CPR vous embêtera jamais, même si vous faites les pires horreurs et qu'on s'en rend pas compte, c'est ma faute à moi, c'est pas votre faute. Ouais, c'est plus ou moins bon. Très rassurant. Faites gaffe quand même. Voilà, et nous, ça c'est vraiment une garantie qu'on apporte. On vous autorise à vous comporter comme une banque, à mettre votre marque dessus, mais en fait, c'est notre agrément et notre responsabilité. Et on essaie de faire ça, et c'est un des éléments qui nous différencie, je pense, parce que d'autres acteurs ont choisi de le faire différemment, justement en fournissant à nos marques partenaires la possibilité de complètement customiser la manière dont ils mettent en œuvre ces obligations de conformité. Le meilleur exemple, c'est le KYC. Vous avez des acteurs du banking as a service qui disent bon bah le KYC bancaire, c'est le KYC bancaire. Des fois sur certains produits, on est obligé de le faire. C'est assez pénible, mais c'est comme ça. C'est comme payer ses impôts, c'est pénible. On essaie juste de rendre ça le plus transparent et le plus rapide possible. On a des concurrents qui imposent un parcours, qui font du banking as a service aussi, mais qui disent non, je vous propose pas un API, je vous propose un iframe, c'est-à-dire une web view, c'est-à-dire un écran que vous allez projeter dans votre application mobile ou sur votre site web, mais qui est un écran de chez moi. Donc, je suis la banque machin, et vous avez mon écran de KYC qui s'affiche tout à coup. Ça ne permet pas à notre client de faire de l'A/B testing et d'optimiser son funnel de conversion en fonction de son contexte à lui. Ça ne lui permet pas d'aller dans la finesse du look and feel de sa marque, etc. C'est un petit peu plus rapide d'intégration par contre. Nous, notre pari, et c'est pour ça qu'on s'adresse plutôt encore une fois à des acteurs industriels qui ont des sujets de transformation et donc la capacité de se poser ces questions-là, de faire les quelques workshops nécessaires avec nos conseils, ça veut dire, voilà, tout ce qui est la garantie que c'est conforme, la licence, c'est chez nous, ne vous inquiétez pas. Par contre, ça a des conséquences en termes d'expérience utilisateur et notre API et sa modularité vous permet de complètement customiser ça en fonction de votre contexte pour optimiser le tunnel de conversion. Je crois d'ailleurs que chez Mélanie, vous avez eu plusieurs versions du parcours. Exactement. Parce que vous avez pu tester, etc., changer votre fusil d'épaule. Exactement, c'est ce que j'allais dire quand on a lancé le premier module du site, ce qui est très compliqué hein, quand on parle de liste de mariage, faire comprendre à des clients pourquoi il y a une forme de lourdeur à l'inscription, parce qu'on est obligé, en fait, on ouvre un compte, on est obligé de mettre un ensemble d'éléments. Quand on a fait le premier parcours en V1 en co-construction, tous ensemble avec Xpolens et Mailing List, on a tenté de se mettre à la place du client lambda qui s'inscrit sur un site mariage et qui, au final, ouvre un compte lui permettant d'avoir une carte de paiement. La première version qu'on a lancée au lancement du site en juillet 2021, les premiers retours qu'on avait des clients, c'était une forme d'incompréhension sur le parcours, la logique de passer de telle page. Quelques jours plus tard, on se mettait déjà au travail avec Mailing List et Xpolens. On retravaillait l'ensemble du schéma et au mois de janvier, donc quelques mois plus tard, on a sorti une nouvelle version de manière assez agile, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des retours très positifs de nos clients qui comprennent enfin ce parcours qui peut apparaître lourd quand on ouvre une liste de mariage, mais qui en fait, grâce à ce partage, devient tout à fait naturel pour nos clients qui sont de plus en plus alertes avec les moyens de paiement aujourd'hui, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont alertes quand ils parlent des autres, mais quand ils parlent d'eux-mêmes, ils ont du mal à faire les gestes nécessaires à la sécurisation d'un compte, d'un moyen de paiement et à toutes les obligations réglementaires afférentes. Sachant que quand on regarde en plus ce que c'est une cagnotte, en tout cas vu du régulateur et vu de la banque, c'est quand même un compte que vous ouvrez qui va, espérons pour les mariés, contenir quelques milliers d'euros, fourni par des tiers que personne ne connaît et qui va être dépensé immédiatement. Donc, il y a en plus un environnement autour des cagnottes classiques, et on en a dans le groupe BPCE qui s'est fait de plus en plus régulé. Et donc, il fallait avoir le bon discours pour expliquer
l'usage de cette cagnotte-là, des fois alléger l'entrée en relation pour se dire, en fait, ce que veut d'abord faire mon client, c'est encaisser les dons. Il va peut-être pas les dépenser tout de suite, donc on peut faire des adaptations sur le risque, sur les contrôles. Et c'était de s'assurer que chez nous, toutes les contreparties de conformité et de risque comprennent bien la typologie du service et qu'on puisse le mettre en œuvre. Parce que c'est pas si évident que ça. Soit aussi invisible que possible pour mille et une listes. C'est pas toujours le cas. Encore une fois, je disais, le KYC, c'est un peu c'est structurellement le pain point de notre métier. Globalement, sauf exception, c'est le plus intelligent possible. Globalement, quand on fournit des services financiers à quelqu'un, il faut globalement faire son KYC. C'est un passage désagréable. Nous, on a une très grande partie presque de high tech finalement, qui est d'investir constamment dans les dernières solutions qui rendent le KYC plus temps réel, plus digital, meilleur en termes de X. Mais par contre, il y a toute une partie dont on essaie que, Benjamin nous entend tout simplement jamais parler. Effectivement, la CPR, le superviseur, a super peur des cagnottes de façon générale, pas spécialement les listes de mariage, toute forme de cagnotte. Ils voient ça comme une machine à blanchiment si c'est mal géré. C'est un peu leur métier d'avoir peur de tout. Exactement, ils sont dans leur rôle. Et nous, du coup, ce qu'on fait concrètement, pour donner cette illustration, sur notre licence, notre responsabilité, c'est qu'on crée des scénarios d'opérations atypiques pour détecter un comportement de cagnotte anormal et pouvoir justifier à les super qu'on justifie. C'est ça, normalement, Benjamin, on n'entend jamais parler, ou alors une fois dans l'année, si effectivement on a détecté un truc qui fait question et qu'on a besoin d'échanger avec le client final. J'ajoute, là on parle de cagnotte, mais quand on voit l'explosion des places de marché, tous ces process et tous ces mécanismes, ils sont valables aussi pour les places de marché qui sont absolument. Ici des vendeurs sur les places de marché. Donc c'est particulièrement précieux d'avoir des solutions permettant d'agréer comme ça des briques et de construire des parcours qui soient totalement adaptés à la marque. C'est très juste. On a plusieurs marketplaces en portefeuille, nous. C'est drôle parce que dans tous les cas, il y a la même API Exponence derrière et les mêmes briques. Et bien, les marketplaces qui ont les meilleurs taux de conversion de sous-marchands en recrutement, c'est celles qui ont vraiment exploité à fond ce que nous, on permettait de faire en concevant leur onboarding à elles, d'onboarding de recrutement de leur sous-marchand. Et c'est assez vrai. Ça. Nous, on aide à mettre ça en place, mais ouais, c'est très juste. Donc là, on avait l'exemple même, ce qui nous a permis de nous concentrer notamment, et j'en reviens au site, en effet, sur des aspects complètement métiers. Et on a développé un site beaucoup plus important que ce qu'on avait prévu initialement, avec des carnets d'adresses de partenaires. On fait des articles sur l'actualité et ainsi de suite. En tout cas, voilà, on a pu faire en termes de métier beaucoup plus, puisque toute la concentration sur le produit de paiement était entièrement gérée par Exponence. On va passer à la slide suivante, qui est la plus grande illustration, bien évidemment, du rendu. C'est le produit proposé par Exponence. Donc, pour revenir juste sur l'avant Mille List, on donnait une carte privative à nos clients qui leur permettait aux Galeries Lafayette comme au BHV et sur les sites e-commerce de faire un achat. Et il y avait une promesse, malheureusement la promesse était avec un astérix et beaucoup d'exclusions, c'est on faisait 5% de remise dans nos magasins s'ils utilisaient leur carte chez nous. Et je vous le rappelle, on interdisait à nos clients de partir avec l'argent de quelque forme que ce soit. Le produit que nous a proposé Exponence, là où il est parfait pour nous, c'est que on a maintenu le fait qu'on a un close loop où la carte aujourd'hui n'est utilisable que chez Galeries Lafayette, BHV et l'ensemble des partenaires qu'on voudrait y adjoindre pour de futurs partenariats. Et par exemple, vous avez Voyageurs du Monde qui s'est intégré là-dedans puisqu'il nous fallait une offre de voyage de noces puissante. Il nous a suffi de partager, bien évidemment de signer un contrat avec Voyageurs du Monde, mais de partager avec Exponence pour intégrer la prise en compte de la carte de paiement dans leur réseau. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, on pourra agrémenter avec des partenaires spécifiques pour lesquels l'offre en magasin n'existerait pas, même si je vous l'accorde, ne pas trouver ce qu'on cherche au Galeries Lafayette, c'est assez rare. Il peut arriver qu'on se trouve confronté à cette situation. Donc, en tout cas, on a un produit évolutif, même pour nous, en termes de concurrence. Donc, ça, c'est majeur. Le point sur les 5% de remise en magasin, Exponence nous a proposé, qui était donc avec des exclusivités, on ne pouvait pas le faire sur tout, le parcours déceptif pour le client en magasin. Exponence nous a proposé un produit qui nous permet de passer au-dessus de ça, puisque maintenant, c'est un cashback de 5%. Donc, peu importe pour le client,
Il vient dans nos grands magasins. Le grand magasin s'occupe de lui proposer le programme de fidélité Galeries Lafayette et BHV. Et derrière, il utilise sa carte de paiement Visa Million List comme une carte de paiement traditionnelle et il reçoit sur sa liste de mariage 5% de l'ensemble de ses achats. Pourquoi on est assez fier de cette mécanique? C'est qu'en contrepartie, on a pris le risque, mais on l'assume, de permettre à nos clients de retirer toute ou partie de leur liste de mariage sur leur compte personnel. Donc en fait, nous, on pousse à l'utilisation de la carte en magasin avec une bonification, mais on offre la possibilité au client de partir avec l'ensemble de son argent. Bien évidemment, là, je mettrai une astérix. Il y a une petite part, il y a une petite commission quand même parce qu'il faut nourrir la bête. Vous voyez, c'est quand même c'est un instrument qui demande d'être maintenu, donc en effet, contre commission. Mais il y a cette offre de liberté totale pour le client et ça, c'est grâce au produit. Et je vous laisse regarder en effet. Pour nous, c'est ça ressemble au mécanisme des taxes un peu. On pourrait imaginer une forme de détaxe. Mais je vous laisse aussi visualiser cette carte de paiement hein, sur la droite. C'était exactement ça l'illustration qu'on voulait. Vous avez une carte de paiement Visa Million List complètement brandée aux couleurs de l'entreprise. On ne voit pas qu'on est dans une autre, qu'on est attenant à une autre banque. Ça vient vraiment du statut d'agent. C'est-à-dire que, alors, il pourrait y avoir des longs débats de juristes sur le sujet, mais c'est plutôt traditionnel d'avoir des programmes de co-brand qui existent depuis longtemps. On a une carte co-brandée entre une banque partenaire et une enseigne. Ça s'est fait plein de fois. Nous, en autorisant un Million List ou potentiellement n'importe quelle entreprise à être notre agent, on dit, ben, vous avez le droit de vous comporter comme si c'était vous la banque en fait. Vous êtes agent. Donc, experience, et ça demande, c'est nous qui faisons le boulot. Il n'y a rien, encore une fois, chez notre client. On est allé voir la CPR, nous tout seuls, pour leur dire, ben, ouais, moi, je veux autoriser cette entreprise à se comporter comme si c'était nous, sous notre responsabilité. Et donc, ça permet de faire ces cartes-là. On voit pas le verso, il y a juste écrit au verso, évidemment, en tout petit, this card is issued by Exponence. C'est tout. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on voit beaucoup de nos concurrents, ou plusieurs de nos concurrents en tout cas, qui insistent sur le fait de dire on est white label. Bah, si eux ils disent ça, nous, il faut qu'on trouve un autre mot parce qu'on est encore beaucoup plus white label que ça. Notre objectif, c'est d'être absolument invisible. Il y a juste dans les CGU, qui sont gros CGU, un petit paragraphe qu'on ajoute qui correspond au CGU bancaire d'Exponence. Mais enfin, sur le reste, voilà, on ne voit pas, quoi. Et si on se projette dans quelques années, des modèles de co-brand qui étaient installés sur des cartes magasins, revolving ou autres, pourraient tout à fait migrer sur des modèles équivalents. Donc une carte qui embarque du BNPL, pour lequel aucun des acteurs, on va dire, traditionnels du crédit conso n'apparaît sur la carte. Et que la carte est vraiment au nom de l'enseigne. Ouais. Designée par l'enseigne avec les règles de l'enseigne dans ses magasins. Ouais. Tout en assurant une conformité exactement derrière CPR, parce que voilà. Sans rentrer dans des modèles de JV qui historiquement étaient ceux qui étaient. Oui, c'est vraiment. Peut-être que c'est une carte de débit. Hein. J'ai noté aussi que quelques cas peut-être où la carte est utilisée en dehors, il y a un petit bout d'interchange qu'il faut revenir. Dans le cas de, pour être tout à fait transparent, dans le cas particulier de Million List, on a fait une tarification assez simple où on facture, je crois, si je dis pas de bêtises, un prix pour la prestation. Donc, en gros, un mariage égale une carte égale un prix global et on s'épargne le détail. Effectivement, dans l'ensemble de nos autres prospects, Dimitri tout à l'heure, oui, on fait un partage d'interchange. C'est un moyen d'être win-win. On a aussi beaucoup de clients qui lancent des nouveaux modèles d'affaires. Honnêtplus, c'est un nouveau modèle d'affaires. Ils ont leur propre business plan. C'est dans leur intérêt de le réussir, c'est dans le nôtre aussi. Donc, le partage d'interchange, ça permet de faire un truc win-win. C'est vrai que si on était précis, ça dépend si on est dans le cas 2008, c'est un service un peu one-shot où il n'y a pas de customer lifetime value, en tout cas sur la carte de paiement, où on est vraiment sur un modèle de relation d'affaires. Et puis, si on est en train de traiter uniquement des flux, on a d'autres modèles. C'est assez classique de partager l'interchange, je pense. Hein. Mais disons qu'on est prêt à le faire à des niveaux élevés. Et là, du coup, pour les galeries, là, c'est vraiment concentré le mariage. Il n'y a pas les sens, non. Que le mariage. Le reste, c'est cagnotte. Justement, vous voulez leur proposer. On verra après la réunion si on a des pourparlers sur d'autres sujets, mais pour le moment, on est sur retraite.
Et donc, en effet, pour finir sur cette slide, il est important aussi de voir que nous, on a une data très intéressante grâce à cette carte et l'identification des paiements. J'en parlais tout à l'heure du restaurant qui ne savait pas sa mécanique de consommation. Nous, aujourd'hui, on est en mesure, de manière très micro, de savoir quelles sont les marques les plus achetées, de connaître le comportement des mariés dans nos grands magasins et donc de favoriser des partenariats avec telle ou telle marque et pour aussi pousser le marketing de Millennialist au plus fin dans la présentation de l'offre. Si on passe sur la dernière slide qui est très rapide, c'est le lancement du site. Donc, comme je vous le disais, il y a moins d'un an, un lancement qui est parti en fanfare, un accompagnement d'Expolens Total, hein, puisqu'on était dans les mêmes locaux les jours des lancements du site pour migrer l'ensemble de nos clients, pour préparer une forme de recarding de notre base actuelle et puis de vérifier en effet si l'ensemble du site fonctionnait. Une vraie réappropriation par le service client de Millennialist, c'est important. Hein. Quand vous lancez un moyen de paiement comme celui-ci, quand vous êtes service client, vous êtes un peu dépossédé de votre moyen de pouvoir répondre immédiatement aux clients à toute problématique. Et il était important, et Explains nous a accompagnés là-dessus, d'apporter à nos services clients Millennialist la capacité de répondre aux clients en le faisant patienter s'il y avait des raisons d'investiguer ou quoi que ce soit, ou en apportant des réponses assez rapides à la solution. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte dans un changement comme celui que nous avons vécu. Il y a une forme de dépossession d'une partie du service client et grâce à l'accompagnement d'Expolens et à la montée en compétences, aujourd'hui, on retrouve un nouveau schéma direct entre le client et Millennialist sans avoir l'impression, en effet, de devoir systématiquement passer par les services d'Expolens. Les premiers chiffres, on vous l'a mis rapidement, hein. Une liste en moyenne, aujourd'hui, elle fait 6 500 € de récolté. Donc, on est au-delà de ce qu'on avait avant le lancement de ce produit. On a des top listes qui vont de 30 à 35 000 €. Et je tiens à le préciser, on est en dehors hein, aujourd'hui. Là, on est sur une période assez calme en salon. On attend avec impatience le mois de juin où va se lancer la réelle première saison de ce nouveau site avec le partenariat d'Expolens. Mais globalement, on a déjà des résultats qui sont très intéressants. Et vous voyez, la transaction moyenne avec cette carte Visa Millennialist en magasin Galeries Lafayette, c'est 330 € en moyenne. C'est bien au-delà d'une transaction habituelle pour un client Galeries Lafayette. Donc ça, c'est majeur pour nous. On est globalement à 3 fois plus. Hein. Donc ça veut dire qu'en effet, il y a une forte appétence à l'achat. Et par rapport à l'ambition qu'on avait de libérer la possibilité au client de partir avec son argent, aujourd'hui, on a fait un bon choix puisqu'on a 75% des fonds récoltés qui sont utilisés en magasin. Donc finalement, cette liberté n'a pas fait partir l'argent vers l'extérieur dans les comptes courants de nos clients. Elle a plutôt été tenue et on a, grâce aux 5% de cashback, une utilisation toujours aussi massive dans nos magasins. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Et globalement, depuis que nous faisons les salons du mariage, puisque Millennialist est assez présent au salon du mariage depuis le mois de septembre, on est 4 fois plus de recrutement que par le passé dans l'offre de présentation du paiement. Donc, c'est quand même, on est au début de l'histoire, mais on a la conviction d'avoir choisi le bon produit et d'avoir tapé là où il fallait par rapport aux besoins du marché. Donc voilà, et juste pour votre info, nous avons aussi des convives très généreux, puisque aujourd'hui, quand vous faites une liste de mariage, vos amis chez Millennialist, vos amis vous donnent en moyenne 160 €. Donc, si là, vous avez envie d'ouvrir une liste de mariage, c'est peut-être Millennialist qui fait ça, hein, mais la générosité chez nous, elle est totale. Si vous avez des amis qui sont un peu ingrats, n'hésitez pas, partagez-leur la liste. Apparemment, ça les pousse à donner. Voilà. Mais en tout cas, beaucoup d'ambition pour l'avenir avec un produit évolutif qui nous permettra d'envisager très sereinement le futur. On voit qu'il y a un champ d'évolution assez large. Hein. Okay, super. C'est tout notre enjeu. On peut faire énormément de choses avec une solution comme la nôtre. On pense que le marché va se développer considérablement dans les années qui viennent. Et on a besoin de se confronter à des besoins clients, comme on l'a fait avec Millennialist. Vous avez besoin de ça, ok, on imagine. S'il faut qu'on développe des nouvelles choses, on est ravis de le faire. Et donc, on a envie de ce genre de rencontre. Voilà, Mais moi, je pense que ça va avec. Effectivement, à partir du moment où on est au cœur du métier, au cœur des parcours, forcément, c'est personnalisé. Il n'y a pas derrière. On va dire qu'on ne récupère pas des briques techniques. Ouais, c'est ça. Évidemment qu'il y a tout un boulot à faire de réflexion en commun pour arriver à voilà, solution adaptée. Il y a celle-là qui marchera d'ailleurs. Très bien. Ok, bah, on n'a pas beaucoup de réactions, de remarques. Il faut dire que
C'est fait un peu l'animation entre nous, déjà. Oui, mais alors, moi, j'avais une question parce que vous n'abordez pas dans les use cases, etc., un sujet quand même qui existe beaucoup dans le retail, qui est tout le sujet des cartes cadeaux, close loop ou pas, etc. Enfin, tout ça, il y a une énorme nébuleuse là, avec des points d'ailleurs dans la réglementation qui ne sont pas si. Oui, oui. Je crois que ça vous fait marrer. Non, c'est parce que Marc sait que je m'enflamme sur le sujet. Non, mais je vais être super court pour pas voilà, laisser la possibilité à d'autres questions d'avoir lieu puis pas mettre tout le monde en retard. Mais non, moi, c'est une autre marotte. Je suis persuadé que ce marché-là, je crois qu'il y a presque 20 millions de cartes en France qui sont du gift, majoritairement complètement privatif, c'est-à-dire pas des cartes Visa, etc. Pour être franc et direct, pour moi, c'est le Moyen-Âge technologique. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure de, ok, super, j'ai une carte plastique. Certes, elle m'a coûté presque 10 centimes, ce qui est rien, mais elle n'apporte strictement aucune valeur à son utilisateur et pas beaucoup de valeur à l'enseigne non plus. Donc, 10 centimes, c'est pas cher, mais ça apporte pas grand-chose. Aujourd'hui, pour un prix pas fondamentalement très différent, vous pouvez construire des expériences de gift ou de fidélisation ou de voucher temps réel en magasin ou à distance dans le cadre du remboursement d'un client avec un voucher, etc. Beaucoup plus intéressant. Donc moi, je suis… En traçant l'utilisateur. Mais oui, en traçant l'utilisateur. On a eu des discussions avec des foncières qui détiennent des centres commerciaux, justement en pitchant sur ces cartes cadeaux qui nous semblent obsolètes. En tout cas, c'est un métier qui semble avoir besoin d'un nouveau souffle. Exactement. Et là, on n'est pas loin quand même. Mais ce qui n'est pas encore clair, c'est qu'aujourd'hui, ils regardent d'abord le coût. Et je pense que la création de valeur pour ces acteurs-là qui émettent des cartes n'est pas forcément encore claire. Comment ils vont exploiter la data et l'animation de l'autre. Il y a des gens qui nous disaient que les coûts avaient beaucoup baissé quand même. Oui, parce qu'en fait, avant, je vais être tout à fait précis. Une carte bancaire normale avec toutes les capacités APUS, etc., et donc le meilleur taux d'acceptation partout, ça coûte quand même quelques euros. Une carte plastique privative, telle qu'on le fait souvent dans le gift traditionnellement en France, ça va coûter plutôt 10 ou 12 centimes. Là où je disais que nous, on apporte une rupture, c'est qu'on peut notamment le faire par carte virtuelle, ça. Et donc de dire finalement, vous allez avoir pour un prix probablement comparable à ce que vous aviez avant avec vos cartes plastiques, une panoplie de services et de données temps réel bien plus grande, sans avoir à payer le prix complet d'une vraie carte bancaire physique qui va forcément monter à quelques euros. Et ce qu'on voit apparaître nous chez nos prospects comme réflexion, parce que comme on le disait tout à l'heure, la carte virtuelle et les paiements par les wallets Apple Pay et tout n'est pas encore un comportement majoritaire, c'est de donner le choix au client en fait, de lui dire gratuitement, quand tu t'inscris chez moi, tu as une carte virtuelle et en option, et à ce moment-là on te fait contribuer peut-être de 4 ou 5 euros, tu peux aussi recevoir ta carte physique. C'est une manière de gérer cette transition. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'il doit se passer quelque chose sur ce marché-là. Et voilà, avec un appels d'offres avec impatience. Là, qui a un peu évolué sans que les gens s'en aperçoivent vraiment sur la DSP2, parce qu'il faut quand même, il y a quand même un petit peu de dossier à constituer. Donc, le fait de s'appuyer sur un acteur qui est à l'aise avec ça, à mon avis, c'est quand même assez critique, hein, même s'il y a exemption. Produits limités, là, limité. Il y a toute une partie du GIF qui est en monnaie électronique et effectivement, on est bien possible de savoir que les… pas trop mis son nez là-dedans. Je pense qu'il vaut mieux parce que pour le moment, je suis pas sûr que… Ça va dire. Et après, il y a des approches en déclarant en tant qu'avoir. Enfin, il y a plein de façons de faire de la carte cadeau en magasin ou dans les enseignes. Donc, je note que c'est un sujet qui vous intéresse. Après, en e-commerce, toutes ces approches, là, je vais dire peut-être, mais sur la DSP2 et la délégation d'authentification, il n'y a pas des opportunités également avec vos solutions Exponence de doter. Le paiement frictionless, c'est ça Oui. Alors, on a des expériences, on élargit un peu le scope au-delà d'Exponence et qu'on regarde aussi des synergies avec des acteurs comme Dalenis. On est capable de faire du full frictionless, donc ça veut dire faire sauter le 3DSV2 auprès des cartes qui sont émises au sein du groupe BPCE et pour lesquelles en fait on maîtrise totalement les transactions, ce qui permet d'augmenter le taux d'acceptation et d'autorisation.
Après, nous, on travaille Et auprès des cartes, par exemple. et auprès des cartes émises par Expolex, On a le droit, nous, en tant qu'émetteur, de prendre le risque. on a le droit de prendre le risque. On a le droit de dire, non, moi, je ne demande pas d'authentification pour mon paiement carte. Et simplement, on va, je dirais, encadrer et monitorer ce coût du risque qu'on prend en lien avec notre client. Voilà. Et donc, si on travaille avec un e-commerçant qui a envie de construire une expérience de paiement par wallet pour faire du frictionless, ben ça devient essentiellement une question de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on finance l'éventuel surcroît de fraude. Et auprès de quel commerçant on l'autorise. Voilà, il faut que voilà. Il y a une question fraude quand même, qui dépend des sites. Est-ce que vous avez des questions à distance? Parce qu'on arrive à la fin de notre temps de la matinée, mais bon, le cas échéant, on va vous ouvrir le micro, enfin vous pouvez les ouvrir. On va dire, on va vous donner 5 secondes. Bon, je vois que c'est pas le cas, pas grave, hein. Vous aviez 5 secondes de mieux. Écoutez. C'est que tout était très clair alors. Moi, je pense que c'était très clair, c'était vraiment très intéressant. Je pense que c'était un champ. Bon, moi, personnellement, je le suis bodoré, mais je suis vraiment convaincu complètement notamment par l'exemple pratique là, des galeries et de 1000 et une listes. Hein. Franchement, bravo, ça a l'air super tout ça, et ça paraît tout à fait porteur en matière d'expérience client et de renouvellement de cette expérience sur quelque chose de tout à fait fluide et tout à fait conforme. Voilà, donc merci à vous, hein, merci Expolex, merci 1000 et une listes. N'hésitez pas à nous solliciter, comme le disait Dimitri, même en avant-vente. Voilà, on est là pour discuter, pour imaginer des solutions. Très bien, merci de cette conclusion. On mettra à disposition le replay, la présentation, les coordonnées des différents participants à tout le monde. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt sur Radio Mercatel FEPAD. Et portez-vous bien et restez prudents. Et allez vous. Au revoir. Merci. Très bonne journée à vous.